Bonsoir, dans quelques jours, le début de l'Euro de football, événement international qui va mettre aussi le département des Yvelines en lumière. Pas moins de 3 équipes sont installées dans ce département. La rédaction a donc décidé de consacrer une édition spéciale à cet événement. Et pour m'accompagner au cours de la prochaine heure, Mickaël Elmidoro, spécialiste sport à Téléfil. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Wilfried. Vous le disiez, 3 équipes vont s'installer dans les Yvelines durant la compétition pour s'entraîner et se reposer. L'Irlande à Versailles, la Russie à Croissy-sur-Seine et puis bien sûr l'équipe de France à Clairefontaine. Nous irons visiter leurs équipements. Et puis nous parlerons aussi des animations, des retransmissions qui sont prévues pour ceux qui n'ont pas réussi à obtenir les précieux tickets. Il sera question des retombées en termes de tourisme ou encore de sécurité des différents sites. Vous le savez, le pays reste placé en état d'urgence pendant la compétition. En plateau pour cette émission, Moustapha Alarbaoui, président du club de football de Trappes. Bonsoir Moustapha. Bonsoir. Jean-Marc Fresnel, maire adjoint en charge des sports à Versailles. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Et puis également Julien Lecam, représentant du syndicat de police Alliance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, policiers qui sont fortement mobilisés pour assurer la sécurité des supporters pendant la compétition. Les supporters, justement, quels sont leurs pronostics? Écoutez-les. Sont-ils confiants pour leur pays? Patrick Jacques de Dixmude est allé à la rencontre des Européens de tous les pays dans les rues de Versailles. Iceland, probably. Why? Because I'm Icelandic. French, of course. Why? Why? Because it's the best team of the world. I don't know, maybe France, Italy. C'est la France. Moi, je pense que donc voilà, avec l'équipe, donc ils sont bons. Donc je pense que moi, j'y vois bien la France. Honnêtement, je pense que l'Espagne. I think the Germans are going to take it. Why? Why? They're on a roll. They're the best team right now. Voilà pour les pronostics des Européens rencontrés du côté de Versailles devant le château. Et puis maintenant, les pronostics de nos invités aussi concernant la France. Les Bleus affrontent la Roumanie au Stade de France le vendredi 10 juin en ouverture. Et puis toujours pour les matchs de poule, l'Albanie le 15 et la Suisse le 19. Quelles sont leurs chances? Alors vous voyez justement ce groupe de la France. Quelles sont leurs chances? L'avis du sportif en plateau, Moustapha Alarbaoui. Moi, c'est pas compliqué. Au regard du tableau, pour moi, RAS, rien à signaler. La France sera première à l'issue du... C'est-à-dire les 3 initiales, R pour Roumanie, A pour Albanie, S pour Suisse, donc RAS. Donc clairement, la France sera première de son groupe. C'est inscrit donc. Vous l'avez répété avant? Non, je ne l'ai pas répété. Vous l'avez inventé là, comme ça. J'ai vu ça dans l'ordre, mais voilà, RAS, rien à signaler, on est d'accord. La France première de son groupe. Donc première de son groupe, ça veut dire que ça l'emmène en 8e de finale tout de suite. Ça veut dire qu'elle va chercher ça dépendra, le troisième du voilà, groupe BCD. Ouais. Un troisième. Bon, on va mettre la Suède, par exemple, du groupe E. Comme ça, on va sortir Zlatan et on va faire en sorte qu'il ne parle plus sur le territoire. Et donc voilà, donc en 8e, la Suède. Et puis en quart, je ne sais pas. On va s'arrêter là pour aller jusqu'en finale. Et puis la finale, ça sera évidemment l'Allemagne, l'Espagne. Vous êtes prêt à parier toutes vos économies sur la France? Petite partie alors. Non, sur la France, oui. Sur la France, je parie. Par contre, qui aura en face, je ne sais pas. Mais probablement l'Allemagne, l'Espagne. Mais j'ai un faible pour la Belgique. Et le Portugal. Voilà pour les pronostics. On se croirait à l'Eurovision. Je peux chanter. Comptera le nombre de points. Du côté des politiques, Jean-Marc Fresnel, vous êtes plutôt France, vous également? Je suis plutôt Irlande en ce moment. Oui, bien sûr, l'équipe de France, je pense que... Oui, l'Irlande qui est installée, on le rappelle, dans votre commune. Donc, comme je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai dit à vos homologues irlandais, pour moi, la belle finale, ça sera France-Irlande ou Irlande-France, comme on veut. Mais ça serait une belle surprise d'abord que de voir l'Irlande si loin, mais l'Irlande est justement dans une poule difficile, voire facile. Enfin, ça dépend comment on la regarde. C'est plus facile de marquer au moins 1 ou 2 points dans cette poule que d'avoir que des victoires, donc de finir dernier avec 0 points. Donc alors ils sont avec la Suède, et la Belgique. Suède, Italie, Belgique. Voilà. Ouais, là je vous souhaite bonne chance. Ils peuvent faire 3e. Là, vous pouvez faire les chambres du Trianon Palace. Non, mais voilà, je veux pas leur dire parce que voilà, ils sont tellement gentils et charmants et on va revenir justement sur eux tout à l'heure. Non, mais effectivement, je pense que vous pouvez libérer les chambres du Trianon Palace. Donc l'équipe de France, évidemment, elle est, je dirais pas que ça serait une mauvaise surprise si elle n'allait pas au moins en demi-finale, mais on l'attend au moins là. Et je crois qu'aujourd'hui, en plus, quand on regarde ce qui se fait en équipe de France depuis un an, le travail qui a été fait par l'ensemble de l'équipe, la qualité des joueurs jeunes qui viennent intégrer le groupe France, je pense qu'on a vraiment une belle équipe, non seulement en devenir, mais aussi dès maintenant. Voilà.
L'avis de Julien Lecam, quand même, qu'on n'a pas encore entendu. Parce que vous êtes là, on va parler de sécurité avec vous tout à l'heure, avec votre syndicat de police, mais... Je veux le motiver. Laissez parler les autres, Mustapha. J'espère que la France ira évidemment au bout. Par contre, concernant l'équipe d'Irlande, moi je suis plus ou moins réservé. J'espère qu'ils vont rester dans les poules et que, voilà, je représente mes collègues donc, du département, la police, donc évidemment, avec la présence de l'équipe d'Irlande, effectivement, qui dit présence d'une équipe de foot sur notre département, dit mobilisation extrêmement importante. Voilà, et la mobilisation qui est forte, parce qu'il y a aussi les Russes qui sont installés du côté de Croissy, et on va excuser aussi le maire de Croissy-sur-Seine qui devait être présent ce soir en plateau avec nous, mais qui a été retenu pour des obligations professionnelles à la dernière minute. Voilà. Mustapha, on va revenir à la France. Est-ce que vous ne pensez pas que la France peut être submergée par l'émotion? On pense notamment au Brésil à la Coupe du Monde 2014 avec Thiago Silva qui pleure en huitième de finale lors des pénaltys contre le Chili. Vous ne pensez pas que la France peut être submergée par l'émotion durant la compétition? Faut arrêter avec ça à chaque fois. C'est la pression. On est organisateur, c'est la pression. On va être submergé. Ils sont juste hyper pros. Ils jouent dans des grands clubs. Ils ont l'habitude de la pression, donc ils vont la maintenir et la contenir. Je rappelle quand même que quand on organise en France les grands événements, on les gagne. Donc l'Euro en 84, on l'a organisé, on avait la pression, c'était le même engouement. Et on l'a gagné en 98, c'est la Coupe du Monde. On est quasiment dans la même configuration là maintenant avec 24 équipes. Donc non, je ne peux pas y croire. En plus, c'est une équipe constituée de jeunes, ils n'ont pas la pression. Pour faire un parallèle que tout le monde peut comprendre, j'ai une équipe constituée de beaucoup de jeunes et ils ont battu une DH. Donc il n'y a pas de pression quand on est jeune, quand on joue bien au football, comme à Trappes. Donc vous conseillez à Didier Deschamps de vous inspirer du succès de votre équipe de Trappes, on l'a bien compris. De l'entraîneur Arnaud Mbizi. Je vous propose maintenant de partir pour Clairefontaine. Nous avons visité le camp de base des Bleus, William L pour les images. Le centre de Clairefontaine, camp de base des Bleus pendant l'Euro 2016, a été en partie rénové. Un bâtiment de 5200 mètres carrés a été inauguré au mois d'avril à côté du château. La structure permettra notamment de recevoir les journalistes pendant les conférences de presse des joueurs tricolores. Sur le plan sportif, les Bleus pourront profiter d'infrastructures de haut niveau pour s'entraîner et récupérer pendant la compétition. Les terrains, les espaces de musculation et le centre médical labellisé FIFA ont été modernisés pour l'Euro. Pour les joueurs, ceux qui viennent s'entraîner, il faut qu'ils aient une qualité de terrain aussi bonne que dans les grands clubs. C'est des joueurs de haut niveau. Donc aujourd'hui, l'effort a été fait sur tous les terrains. Ils ont un gazon neuf, exceptionnel, qualitatif. Donc ça, c'est important. Ensuite, au niveau médical, on est bien équipé. Au niveau technique, au niveau récupération, on est parfaitement équipé. Je pense qu'on est au niveau de satisfaction pour des joueurs de haut niveau. Pour rénover ce site de 56 hectares ouvert depuis 1988, 6 millions d'euros ont été investis sur 3 ans. Les joueurs de l'équipe de France ont glissé quelques idées pour améliorer les équipements. Il y a des échanges, bien évidemment, par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir. Et après, c'est en discussion aussi avec mon staff technique et staff médical. Et après, évidemment, c'est toujours validé par la fédération par rapport au coût des travaux, mais on a toujours eu des personnes à l'écoute pour nous faire en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions. Les tricolores vont s'installer dans leur camp de base à partir du 5 juin avant de commencer la compétition le vendredi 10 juin contre la Roumanie au Stade de France. Les Bleus sont plutôt bien installés, Jean-Marc Fresnel. Est-ce que c'est important, vous qui recevez à l'Irlande, de proposer des installations optimum pour l'équipe? Oui, ça me paraît évident parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même des professionnels, ce sont des gens, le football même, on peut dire plein de choses sur le football, ça représente énormément de choses dans tous les pays du monde et notamment en Europe. Et je pense que ces gens-là ont besoin de travailler dans de bonnes conditions et quand on joue au ballon, on a besoin d'un bon terrain, de bonnes installations, d'être isolé, de ne pas avoir de pression, de risque, d'intrusion, de peur, etc. Et je pense que ça, c'est important. Effectivement, notre terrain, et c'est pour ça qu'il a été qualifié par l'UEFA, donc correspondait bien à ces principes. Il y a une demande néanmoins particulière pour l'Irlande pour venir s'installer à Versailles. Comment ça s'est passé déjà? Est-ce qu'on vous sollicite? C'est vous qui faites acte de candidature avec vos équipements? Alors l'UEFA avait qualifié un certain nombre de sites, je crois que c'était 63 en France. Nous on avait l'expérience bien sûr de 98, mais on ne va pas parler trop de celle-là, c'est quand même un peu ancien. Puisque, vous avez reçu les Pays-Bas. On avait reçu les Pays-Bas, exactement. Ensuite il y a eu 2007 l'Angleterre pour la Coupe du Monde de rugby. Mais on a également eu la Youth League de l'UEFA, donc des jeunes avec le PSG qui a joué
joué 2 matchs chez nous. On a reçu le PSG aussi pour un match amical. On a reçu les États-Unis, on a reçu une équipe d'Afrique donc pour des matchs amicaux en France. Donc cet équipement était connu, d'abord parce que je pense qu'il est de qualité, et ensuite pour des raisons de sécurité. De toute façon, il suffit de fermer les 2 portes d'entrée et le stade est étanche. Donc ça, c'est quand même une grosse qualité. À proximité du commissariat. Alors, il est à proximité du commissariat. Bon. 300 mètres derrière. Ouais. Est-ce que vous avez vu sur le stade? Non, ils sont on aurait pu aller voir de chez vous les entraînements. Et puis, un équipement hôtelier à proximité aussi, qui facilite des rotations très courtes. Et je pense que ça a été un point positif vu. Alors, par rapport à l'Irlande, donc, on a été dans les 63. On s'est dit, il y en aura 23 parmi 63, donc il y aura des non-élus. On a un peu attendu. La Hollande voulait revenir, donc avait tout fait pour. C'était quasiment bouclé avec eux. Ils ont oublié une chose, c'est qu'il fallait qu'ils se qualifient. Donc ça, ils ont oublié de se qualifier. Vous n'êtes pas très fair-play parce que la prochaine fois, je suis pas sûr qu'il y il n'y avait plus beaucoup de monde. Et l'Irlande était positionnée sur Dijon. Ils avaient trouvé le site très bien pour eux. Et lorsque les poules ont été effectuées, ils ont trouvé qu'avoir un match au Stade de France, quand on est en région parisienne, c'est bien. Ils ont un match à Lille également, je crois, contre l'Italie. Donc ça leur permet d'être rapide et assez autonome en bus, etc. Et puis l'autre match est à Bordeaux, donc ils y vont, je crois, en avion à partir d'Orly. Donc c'est aussi ce côté-là qui les a fortement intéressés. C'est surtout Versailles, Trianon-Palace, plutôt que le terrain, parce que le terrain de foot... Non, le terrain, il fallait qu'il soit au moins à de bons niveaux pour qu'il soit dans... Voilà, exactement. Mais par contre, oui, Trianon. Effectivement, être en région parisienne, ça les intéresse. À Versailles, forcément, il y a un prestige. Et puis, la communauté irlandaise est très importante à Versailles. Enfin, Versailles. Dans la région, à Croissy, je crois notamment, si j'ai bonne mémoire. Et parce que, voilà, c'est aussi... je l'ai bien ressenti quand on a reçu l'ambassadeur d'Irlande qui est venu nous voir. On a bien senti que derrière, ils étaient à 100%, même si ce n'est à 120% autour du championnat d'Europe. Moustapha, les joueurs ont vraiment besoin de ces installations? Alors, moi je pense que les joueurs en ont besoin, comme tout un chacun a besoin d'avoir son confort, d'avoir des installations où on se sent bien pour les préparations. Mais pour les organisateurs, au moins qu'on ne vienne pas leur reprocher qu'ils n'auraient pas fait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites super bien, on ne va pas vous le reprocher, au moins. Donc pour les joueurs, c'est important, et pour ceux qui organisent, c'est tout aussi important. Mais blague à part, c'est vrai qu'on est dans ce type de détails. C'est-à-dire que quand on fait de la très haute compétition, et c'est le cas pour une Coupe d'Europe ou un championnat du monde, on est dans les détails. Donc il faut impérativement que les choses soient ordonnées, agencées, et que ça se passe bien, et qu'il n'y ait pas tout simplement entre guillemets, de contestation à bien des égards, bien sûr. On n'en fait pas trop pour les footballeurs, Moustapha. Par exemple, à Clairefontaine, les joueurs de l'équipe de France ont une piscine d'eau froide, une piscine d'eau tiède, une piscine d'eau chaude. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on ne les chouchoute pas trop? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose également? Probablement, la physiologie humaine en a besoin. Lorsque vous vous êtes imposé avec Trappes, par exemple, le week-end dernier, est-ce que vous leur avez prévu de l'eau chaude, de l'eau tiède? C'est juste qu'on fait le mélangeur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on balance un jet d'eau froid d'abord, qu'on réchauffe au fur et à mesure pour que ça devienne un peu tiède. Non, mais de la même façon, je crois que quand on est à ce niveau de compétition, le corps humain a une dimension importante. Donc on a vu le confort pour la psychologie quasiment, et ensuite pour la physiologie. Donc ouais, il y a des notions importantes de physiologie à respecter. Il faut pas à l'eau chaude, à l'eau froide, à l'eau tiède. Il faut, on en est effectivement à ce degré et à ces détails. Est-ce qu'on en fait trop? On a les moyens de le faire. On a encore une fois les capacités de le faire. On a un savoir-faire aussi. Il faut bien comprendre quand même qu'à chaque fois qu'il y a une compétition et on fait passer ce type d'installation, ce type de méthode, ce type d'agencement, les communes comme Versailles, encore après ça devient exportateur, c'est-à-dire que c'est pas simplement la compétition qu'il faut regarder à tenter, mais c'est tout ce qui va se vendre après, tout ce qui va se vendre au-delà de la compétition. On vend également la France, son savoir-faire, ses installations. On a parlé tout à l'heure de ces retombées en termes de tourisme aussi, et puis peut-être aussi les conséquences pour les clubs locaux, les inscriptions, ensuite les plus jeunes en fonction des succès des équipes. Si la compétition se passe bien, ça peut avoir un effet retentissant sur le nombre d'inscriptions. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Julien Lecam, sur le fait que, par exemple, pour Versailles, le commissariat soit pas très loin. C'est un enjeu de sécurité, c'est important. J'aimerais savoir de quelle manière vous intervenez sur le département, justement, pour assurer peut-être la sécurité
sécurité de ces équipes aussi, parce qu'il y a des entraînements qui sont ouverts à la population. Ça concerne tous les effectifs du département. C'est pas que le commissariat de Versailles. Toutes les unités départementales, les 2-3 prochaines semaines sont essentiellement déployées justement sur la commune de Versailles pour assurer la sécurité lors du transfert de l'équipe du Trianon au stade. Évidemment, il y a également un gros dispo sur Croissy avec les effectifs de Saint-Germain-en-Laye qui vont être mobilisés durant les entraînements. On a toutes les BAC qui vont... aussi. Alors, secteur gendarmerie, évidemment. Alors, je suppose, voyant déjà le dispositif qu'on a, nous, pour l'Irlande et pour l'équipe de Russie. La Russie qui est classée à risque. Qui est classée à risque. Alors, nous, effectivement, c'est pas le 78 qui s'occupe des transferts. C'est, on va dire, le département qui accueille l'équipe qui doit gérer la sécurité des transferts. Donc, nous, on s'occupe donc de l'Irlande. Enfin, le 78, on s'occupe de l'Irlande, des transferts. Je sais que, par contre, on est impacté également sur tout l'ensemble des commissariats qui ont dû fournir des effectifs pour les événements ailleurs. On a dû fournir des effectifs pour les brigades anticriminalité, pour Lille, pour Saint-Étienne. Voilà, donc ils ont pris des volontaires dans les équipages du 78 pour équiper sur d'autres départements. Dans certains pays, la police évite de se montrer en uniforme. Souvent en Angleterre, on voit des civils dans les stades, à l'extérieur du stade, pour éviter d'exciter les supporters, les hooligans. En France, par contre, on est plus sur l'uniforme. Est-ce que vous pensez que ça peut également exciter, encourager les hooligans à agir? Je pense pas. Je pense que c'est un côté justement rassurant. Quand on le voit, nous, lors des transferts, c'est les équipages sérigraphiés, les gardes statiques devant l'hôtel, ça sera des véhicules sérigraphiés. Donc, bien au contraire, justement, ça aura une tendance à rassurer peut-être les gens. Voilà. On va revenir sur le dispositif sécurité au cours de cette émission. On va juste partir justement pour Versailles où l'Irlande s'est installée, voir un petit peu les coulisses de l'installation de cette équipe d'Irlande avec ce reportage. La ville de Versailles va vibrer au rythme de l'équipe d'Irlande pendant l'Euro. Les Verts ont choisi en décembre dernier la Cité Royale pour leur camp de base. La sélection nationale s'entraînera au stade Montboron, une structure d'une capacité de 6000 places. Pour la compétition européenne, les installations ont été rénovées à hauteur de 30 000 € financées par la ville et l'UEFA. Dès le mois de mars, on a fait un scalp, comme on dit, c'est-à-dire on a enlevé tout le tapis vert, il a été relissé et puis il est en train de pousser actuellement. En dehors de cet aménagement, on a fait des aménagements autour du terrain pour parfaitement jouer la sécurité, fermer et rendre complètement étanche son accès. Ils ont une grande ambition, je pense, pour ce championnat et les phases d'entraînement, les phases de préparation doivent aussi être importantes et se faire dans des qualités optimales de terrain. Pour l'hébergement, les Irlandais séjourneront dans le luxueux Trianon Palace de Versailles, situé à 5 minutes en voiture du stade Montboron. Le staff a réservé une trentaine de chambres dans l'hôtel 4 étoiles. Je suppose que l'UEFA qualifie les hôtels à un certain niveau de qualité d'accueil. Et bien évidemment, selon la qualité de l'équipe ou selon les moyens de l'équipe, le Trianon est certainement de le haut de gamme de ces hôtels capables d'accueillir ces équipes. L'Irlande réalisera un entraînement ouvert au public devant plus d'une centaine d'enfants le jeudi 9 juin de 9h à 12h30. Un dernier bain de foule avant de passer à la compétition. Les Irlandais disputeront leur premier match de l'Euro le lundi 13 juin contre la Suède de Zlatan Ibrahimovic au Stade de France. Jean-Marc Fresnel, cette pelouse est magnifique, mais il y a eu quand même quelques polémiques autour de cette pelouse, notamment avec les clubs locaux qui n'ont pas pu pratiquer leur sport, notamment le club de football, pendant quelques semaines sur ce stade Montboron. Oui, globalement, d'ailleurs, c'est pas que la pelouse, il y a tout un tas d'événements qui se sont succédés et qui n'ont pu que dégrader la disponibilité du stade pour les clubs. Il y a un an, on parlait pas de niveau de sécurité comme aujourd'hui, donc moi j'ai souvenir quand le premier contact avec les Irlandais, ils s'entraînaient, mettons, de 14h à 16h, et à 16h30, on avait le stade pour faire nos entraînements d'athlètes ou de foot s'il le fallait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il a fallu rendre étanche le stade hier jusqu'au dernier jour. Donc ça veut dire que tous les clubs, vont s'entraîner ailleurs. Alors l'athlétisme, c'est aujourd'hui pénalisé parce qu'on est en plein mois de juin, c'est les championnats, etc. C'est la pleine saison. Il y a quand même eu un dialogue avec les clubs.
tout au long de, de cette préparation? Oui, bien sûr, on en a bien sûr. Alors, on va parler du foot après, parce que forcément, le dialogue avec le foot a été fort, hein, puisque c'était quand même leur sport. Avec l'athlé, oui, il y a eu ce dialogue-là. C'est vrai que compliqué, puisque au fur et à mesure des discussions dans le temps, c'était toujours pour leur dire, ça sera un peu moins, ça sera plus dur qu'avant, ça sera pas le soir, ça sera finalement coupé sur 3 semaines, et puis c'est devenu sur 3 mois, puisqu'il a fallu refaire la pelouse. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, donc ça devient forcément conflictuel. Nous, on ne fait qu'apporter des gènes pour les utilisateurs. En plus, l'athlé, comme ils disent, nous, le foot, bon. Mais après, je suis convaincu que tout le monde aura quand même une certaine fierté, que nos stades a servi, etc. Et c'est un mal pour un bien également, la pelouse a été changée pour l'année prochaine. La difficulté par rapport à l'athlé, c'est un message qui est un peu difficile à faire passer, de leur dire que la pelouse a été refaite. Bon, par rapport au foot, alors c'est un petit peu les mêmes problèmes. Le foot, sachant que là aussi c'était sur 3 semaines, et puis ça a été sur 3 mois, puisque là il a fallu refaire la pelouse depuis le mois de mars. Et avec difficulté parce qu'on avait oublié de mettre le soleil, donc un petit peu compliqué à avoir une nouvelle pelouse aujourd'hui, et depuis 3 mois ils n'ont pas pu jouer, donc ils ont joué leur match à Porche-Fontaine. Heureusement on a d'autres terrains mais qui ne sont pas les terrains habituels, etc. Donc notamment le match contre les Mureaux, le jour où il a tellement plu. Bon, heureusement nos équipes ont bien travaillé, le terrain était en très bon état. Donc le terrain pour jouer était vraiment très bien, aussi bien qu'à Montboron, mais c'est pas la même ambiance, il pleuvait beaucoup. Hein, donc, vous parliez de la pluie, les intempéries de ces derniers jours ont eu une incidence sur l'état de la pluie. Simplement pour finir, je reviens après par rapport au club, forcément. Donc du coup, à Versailles les Mureaux, c'est le PSGOM, mais c'est un peu ça, quoi. C'est comme Versailles Trappes. C'est le derby local. Ça fait partie des grands matchs. Et puis c'est match de DH. Nous on était 2e, eux ils étaient 3e, donc il y avait la montée en jeu. Bon, donc forcément, après il y a la fête du club qui est d'habitude au mois de juin, elle sera. Est-ce qu'aujourd'hui tout va mieux, parce que c'est ça le plus important. C'est ça. Ça va être compliqué, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver, et puis après j'espère que. Alors, le côté positif, si malgré tout cela, la pelouse notamment est refaite, c'est que notre pelouse a 40 ans, donc elle est bien entretenue, elle est de bonne qualité. On joue pas trop dessus, donc ça va bien, mais là on en reprend pour 10 ans de grande qualité. Donc ça c'est vrai que tout le monde va en profiter et que Versailles, dès la saison prochaine, va pouvoir faire ses matchs sur vraiment un terrain de très grande qualité. Terrain UEFA. Oui, alors avec en plus, donc on a eu des Irlandais qui ont été présents là, depuis 2 mois avec nous pour travailler sur le terrain. Complication pour nous parce que ça nécessitait quasiment 3 hommes tous les jours sur le terrain. Donc dans une municipalité comme la nôtre, on n'a pas ce niveau de besoin et d'attente. Ça veut dire que mes agents, au lieu d'être sur les autres terrains, ils étaient là. Donc c'est vrai que ça a été compliqué à organiser, mais ça les a aussi montés en compétences. Travailler avec des Irlandais sur du gazon, on rentre en compétence. Ça, je peux vous dire. En 2 mots, je revian à ma question sur les intempéries, parce qu'après on va devoir. Alors, voilà, par rapport aux intempéries, quand au mois de mars le terrain a été rasé, enlevé et refait, mars d'habitude on commence à sortir on rentre dans le beau temps, donc et là c'est compliqué. On a eu des soirs de gel alors que le terrain venait d'être semé, donc ce qui n'est pas fait pour mieux pour le gazon. Donc c'est vrai qu'on a, je pense, 15 jours de retard, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Les Irlandais vont devoir faire avec, on verra si ça a une incidence ou pas sur les résultats sportifs. Avant de revenir au sport, justement, à cette compétition d'Euro qui s'ouvre dans quelques jours, puisque nous enregistrons cette émission le mercredi 8 juin, on va juste faire une petite parenthèse, parce que du côté de Versailles, il y a aussi une implication auprès des écoles avec l'Irlande. L'Irlande qui également a fait son apparition dans les cours dans les classes versaillaises. Regardez ce reportage. Donc nous allons vous présenter maintenant Limerick. Donc comme vous le voyez sur la photo, il y a un château fort qui a été construit à l'époque de Jean sans Terre. Si Chloé et Manaël expliquent à leurs camarades la géographie de l'Irlande, c'est parce que leur classe a été sélectionnée pour rencontrer l'équipe des Verts lors de leur préparation pour l'Euro 2016. Une rencontre que la classe a pris très au sérieux en étudiant ce pays qu'ils ont découvert pour la plupart d'entre eux. Ça nous a amené à découvrir que l'Irlande était divisée en 2. Donc ils connaissaient principalement l'Irlande du Nord, faisant partie du Royaume-Uni. Ça, c'est une chose qu'on étudie. Mais c'est vrai que l'Irlande, la République d'Irlande, est souvent un peu oubliée, laissée de côté. Donc là, ça nous a permis de faire un zoom sur ce pays et ils ont découvert plein de choses. Et pour comprendre l'Irlande, rien de mieux qu'une véritable Irlandaise pour expliquer les coutumes et l'histoire du pays. La famine, elle a duré longtemps ?
C'est comme tous les enfants, et même mes enfants me demandent si nous on avait la télévision quand on était jeunes. Donc ça semble loin, tout semble loin. Donc voilà, ils ont besoin d'expériencer, de voir comment c'est ailleurs. Déjà j'ai découvert les traditions irlandaises et comment l'Irlande du Nord et la République de l'Irlande a été séparée. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est un beau pays, les cultures sont belles et je trouve que l'ami de notre maîtresse nous a vraiment très bien présenté le pays et que mes camarades aussi. Un pays qu'ils auront l'honneur d'aller encourager et même interviewer. Et pour ça, rien de mieux que d'apprendre le fameux cri de guerre irlandais. 2, 3. Même les enfants de Versailles sont prêts à accueillir l'Irlande. Sur le plan sportif, on a vu tout à l'heure cette poule de la France. On va voir à présent la poule de l'Irlande. Et on va peut-être se risquer à quelques pronostics. Donc il y a la Belgique, l'Italie, la Suède avec l'Irlande. La Suède de Zlatan Ibrahimović. Vous aimez bien parler de Zlatan. Depuis qu'il a quitté Paris, vous l'aimez maintenant, Mickaël. Depuis qu'il a quitté Paris, effectivement. Pronostic. Je les répète, j'avais dit qu'on irait chercher le premier du groupe A, France premier du groupe A, on ira chercher donc la Suède en 8e de finale et voilà. Pour l'Irlande, votre pronostic? Ben, je suis obligé de mettre l'Irlande parce que sinon je vais me faire. Je suis obligé de mettre l'Irlande, bien évidemment. Donc, bon, l'Italie, on sait bien que même si l'Italie est peut-être pas tout ce qu'elle est, enfin, au niveau où elle a été. En championnat, quand on rencontre l'Italie, on perd. C'est très bien. J'ai placé la Suède en 3e position. Oui, en 3e position. Donc l'Irlande en 4e. Donc l'Irlande en première position. Moi je pense que. Ce sera l'Italie. Non, ce sera la Belgique, pardon. Ah, les Belges, l'Italie sont forts, mais les Belges, il y a Eden Hazard, il y a des bons joueurs aussi. Les Belges. Pour le relever aussi. Je suis d'accord pour mettre les Belges. Effectivement. L'Euro, c'est aussi des retombées inattendues. Mickaël. Les équipes ne sont pas les seules à attendre le début de la compétition. Les bars, les restaurants, les centres de divertissement aussi. Que ce soit le mondial ou l'Euro, l'enjeu est toujours important pour tous ces professionnels. Nous sommes allés à la rencontre de ces professionnels justement. 2 millions de billets ont trouvé preneur pour les 51 matchs de l'Euro 2016. Pour ceux qui n'ont pas réussi à obtenir le précieux sésame, il reste les écrans géants ou les bars. Dans les Yvelines, une cinquantaine d'établissements proposent des rendez-vous quotidiens pour ne rien manquer de la compétition. On peut accueillir jusqu'à 200 personnes sans aucun problème. On a 8 télés fixes, un grand écran. On a un deuxième écran qu'on peut installer à l'extérieur qui permet d'occuper aussi des espaces à l'extérieur, une grande terrasse. Donc oui, on a même d'autres qu'on pourra en rajouter si ça se justifie. On attend du monde, bien évidemment. On sait que beaucoup vont privilégier les départs sous les grands centres. Mais bien sûr, on attend du monde et on fera le nécessaire pour que ça puisse être rempli à chaque match. Pour de nombreux établissements yvelinois, les grandes compétitions de football font recette. Une rencontre de l'équipe de France pourra apporter jusqu'à 50% de plus qu'une soirée de football classique. Les structures n'hésitent pas à investir pour l'événement. On espère que l'Euro ramènera beaucoup de monde, c'est un événement sportif et puis en général c'est toujours plus agréable de se réunir autour d'un verre. Voilà, on est un établissement plutôt convivial et puis c'est vrai que les précédentes éditions ça ramène du monde, mais on est tous plus un bar, les patrons sont plus rugby, mais des événements comme la Coupe du Monde ou l'Euro, ça ramène toujours du monde. Les amoureux du sport. Aucune fan zone n'est pour le moment programmée dans les Yvelines. Des écrans géants pourraient être déployés dans le département si la France réalise un bon parcours dans ce championnat d'Europe. Et ce reportage sur les retransmissions, les différentes animations qui sont prévues autour de l'Euro va nous amener à parler un petit peu plus des aspects de sécurité. La France reste en état d'urgence avec les différents attentats qui ont secoué le pays. Julien Lecam, on entend les ministres, le gouvernement nous dire que cette compétition sportive sera la plus sécurisée jamais organisée. Est-ce que vous avez le même sentiment en tant que policier sur le terrain ? Je pense, si vous voulez, nous, depuis plusieurs mois, il y a tous les congés ont été bloqués. Il n'y a aucun congé d'accepter durant cette période, de congés supplémentaires. L'intégralité des effectifs. Voilà, là, il y a même des sorties d'écoles d'élèves gardiens de la paix qui ont été un petit peu avancées. Les stages ont été avancés pour correspondre justement avec le début de l'Euro. Donc, ça fait des centaines de fonctionnaires de police supplémentaires. Alors, on le sent. Là, je vois pour les effectifs du 78, on a eu des dotations de véhicules qui correspondent justement avec le début de l'Euro. La BAC de Versailles a eu son nouveau véhicule il y a, je crois, une dizaine de jours. Donc vous voyez, on sent effectivement qu'en termes de sécurité, il y a eu un effort. Et tous les policiers sont
déployés de manière... Avec peut-être malgré tout un petit état de fatigue aussi pour ces forces de l'ordre qui sont plus que sollicitées depuis 2 ans. Il y a une superposition des missions depuis janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo. Si vous voulez, les collègues sont depuis 1 an et demi, les heures sup se cumulent, l'état de fatigue pareil, les événements de novembre justement avec sécurisation des transports en commun, les événements sociaux et les manifestations qu'on peut voir sur Paris qui mobilisent énormément de collègues. Donc effectivement il y a une fatigue, une accumulation. C'est pour ça que c'est vrai que les fan zones, il y a une forme de réticence de notre part, parce qu'on se dit c'est ajouter des lieux à sécuriser là durant 1 mois, alors que les effectifs... Il n'y aura pas de fan zone justement dans le département des Yvelines. Il aurait fallu toutes les supprimer en fait. L'idée, il ne faut pas de fan zone. Oui et non, c'est vrai que c'est un événement festif, donc sur l'aspect purement sécuritaire, on parle. Il y a une réticence, effectivement. Déjà qu'il va falloir sécuriser toutes les équipes, tous les lieux où vont avoir lieu les matchs. Donc effectivement, quand derrière vous accumulez des manifestations, quand vous avez derrière à sécuriser des lieux de culte, les lieux scolaires, si vous voulez, nous dans le 78, on n'a pas les effectifs pour pouvoir avoir une fan zone. Si vous voulez, Le dispositif de sécurité sera quand même relevé à Paris, sur le Champ de Mars. Il y aura 1500 agents de sécurité, police et sécurité privée compris. Un agent de sécurité pour 60 supporters, c'est plus que ce que l'UEFA a préconisé. Vous pensez que le risque zéro n'existe pas? Le Champ de Mars est un lieu ouvert. 46 caméras également. Oui, le Champ de Mars est un lieu, il n'y a pas de risque zéro, mais effectivement on peut se féliciter du déploiement des collègues à cet endroit-là. Il y a un nombre conséquent, vous le dites, par rapport au ratio que vous avez, c'est une estimation, mais le Champ de Mars il reste un lieu ouvert, donc risque zéro ça n'existe pas. Malheureusement on est en état d'urgence, donc en tout cas, avec le dispositif qu'il y a, on ne peut pas faire mieux, je ne pense pas. Et les animations ne manqueront pas, en tout cas. Il y en aura un certain nombre pendant qu'il y a un portable qui doit vibrer, il me semble avoir entendu. Les animations ne vont pas manquer pour la suite de la compétition. Votre petite sélection, Mickaël. Effectivement. On commence tout de suite. Par le gymnase Coubertin de Montigny. Du 18 au 24, les matchs de l'Euro sont retransmis sur écran géant à l'occasion du Village Foot. On passe au Bicycler Sky, le nouveau restaurant situé à côté du Vélodrome diffusera les matchs sur grand écran. L'établissement pourra recevoir plus de 140 personnes. On reste à Montigny, le bistrot du théâtre, lieu emblématique pour les grands matchs à Saint-Quentin, installer les grands écrans et habiller la structure aux couleurs de la France. Cap à présent sur Voisin, le bar Le Fabs diffusera l'ensemble de la compétition sur grand écran. Toujours à Voisin, le bar Odan Pattis vous accueille tous les jours sauf le lundi dans une ambiance irlandaise. C'est l'idéal pour suivre les matchs des Britanniques. On va à Maurepas à présent. VNB Kev de Maurepas diffusera tous les matchs de l'équipe de France et les matchs importants après les poules. On prend la direction de Guyancourt. Urban Soccer proposera donc des écrans géants et plus de 300 mètres carrés pour les amateurs du ballon rond. À Versailles, le bar Montboron projettera les matchs de l'Euro sur grand écran rue Jouvencel. Toujours à Versailles, le bar Pub au Paris se proposera comme à chaque grande compétition les matchs en direct. 2 écrans plats seront installés. Et enfin, on termine notre tour à Rambouillet avec le bar Napoléon qui diffusera l'intégralité de la compétition. Voilà pour cette sélection des différentes retransmissions. Si vous n'avez pas vos précieux tickets pour assister aux différents matchs, on le rappelle, il y a 3 équipes qui sont installées dans le département. Les Bleus à Clairefontaine, bien évidemment. L'Irlande, on l'a vu à Versailles. Et puis les Russes qui sont du côté de Croatie. Nous irons dans un instant voir comment ils sont installés. En plus, ils sont arrivés. Les premiers entraînements ouverts au public s'est déroulé aujourd'hui, le mercredi 8 juin. Auparavant, juste un dernier mot sur l'impact de la compétition, sur l'aspect touristique. Cette fois-ci, les propos de Sylvie Laouna, la directrice d'Yvelines Tourisme, ont été recueillis par Mélanie Poquet pour la rédaction. Alors, le principe de l'événementiel, c'est que effectivement, on a des retombées économiques sur le moment qui sont importantes, mais finalement, on perd très souvent les retombées classiques. Donc, sur le moment, oui, c'est bien, ça met surtout un coup de projecteur en matière de communication. Et souvent, c'est à l'issue de l'événement qu'on a le plus de retombées, parce que comme il y a eu un coup de projecteur, il y a eu des images sur les télés du monde entier, ça donne envie, il faut que les images après soient les plus positives possibles, et ça sera le cas, je n'en doute pas, et dans ce cas, effectivement, ça crée une envie de venir sur le territoire où on a vu les événements se dérouler, et donc des nouvelles retombées économiques liées à tout ça.
quand il y a eu la Coupe du Monde de football, il y a très longtemps maintenant, en 1998, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des retombées économiques sur le moment, mais l'année d'après, tous les taux d'occupation des établissements hôteliers de la région Île-de-France où se sont déroulés beaucoup de matchs ont eu un coup de boost lié à tout ça. Donc on se dit, c'est l'euro, c'est pas le mondial, mais il va y avoir de toute façon des retombées économiques supplémentaires. Mais c'est jamais quantifiable, parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui viennent aussi se greffer là-dessus, et de ce fait, c'est difficile. Et quand on travaille dans le tourisme, une période comme en ce moment, c'est assez compliqué. Une période où il y a des grèves, où effectivement il y a des problèmes liés aux syndicats et ce genre de choses, c'est jamais très positif en tant qu'image à l'extérieur. Les manifestations, les télés étrangères retransmettent ça, et vu de l'étranger, on ne voit que 2-3 images, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on voit des images extrêmement négatives, extrêmement difficiles. Et de ce fait, ça ne donne pas une bonne image au pays. Donc il faut vraiment que notre image soit la plus positive possible au moment d'un événementiel. Moustapha, il y aura des retombées économiques, mais également des retombées sur les clubs, également au niveau de l'impact auprès des jeunes. Est-ce que vous pensez que l'Euro 2016 peut booster le nombre de licenciés cette saison ? Enfin, la saison prochaine. Alors déjà, curieusement, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'engouement. En tous les cas, moi, je ne le ressens pas. Parce qu'on a parlé beaucoup de la sécurité, en fait. Il y a eu beaucoup d'autres aspects extra-sportifs qui ont été... On est à parler beaucoup de sécurité, je comprends. L'enjeu sécuritaire est important, à la fois le risque attentat, d'une part, et en même temps le risque hooliganisme. On a parlé tout à l'heure de l'équipe de Russie, mais ce n'est pas tellement l'équipe de Russie qui est hooligan, c'est les risques liés à l'équipe de Russie, avec l'Ukraine, par exemple, ou la Pologne. Et donc... on étudie beaucoup ces matchs à enjeu, ces matchs sensibles pour le hooliganisme. Le risque attentat, il existe à la fois sur les fan zones, si on les faisait, ils continueraient à exister dans le métro, ils continueraient à exister partout en France. Et je crois que stratégiquement, on aurait tout intérêt à dire... on fait des fan zones, c'est vrai que ça nécessite... Alors vous revenez sur les fan zones, Moustapha, excusez-moi, mais je voudrais qu'on parle des jeunes. Mais je parle justement des jeunes, c'est que l'impact que ça peut avoir, j'ai l'impression, justement sur ces jeunes, on a l'impression que tout le monde leur fout les jetons, donc du coup ils ne se déplaceront pas, ou ils n'y pensent pas. En plus, on est tellement à parler d'organisation, de structuration, d'organisation, etc., qu'il n'y a plus cet engouement pour le foot, pour la fête du foot. Et donc la jeunesse, c'est juste, on a l'impression qu'elle est crispée et qu'il n'y a pas cette ferveur. Alors j'espère que ça commencera après... vendredi, après le premier match, et que ça déclenchera définitivement l'envie de jouer, l'envie de faire la fête, l'envie de se surpasser, et qu'on passera toutes ces au-delà des difficultés qu'on peut avoir. En tout cas, moi, je ne le ressens pas auprès de la jeunesse, et l'explication que j'ai, ça serait celle-là. Il y a une crispation sur les enjeux sécuritaires, une crispation à bien des égards sur l'organisation, que du coup, les mômes se disent quand est-ce que ça commence, on voudrait passer au foot. Voilà, c'est un sentiment. Sinon, oui, bien sûr, donc, à chaque fois qu'il y a eu la Coupe du Monde... Ça ne boostera pas le nombre de licenciés? Si, justement, à chaque fois qu'il y a eu la Coupe du Monde, à chaque fois qu'il y a eu la Coupe d'Europe, à chaque fois qu'il y a des grands événements, on a une augmentation des effectifs. Que ça dépend du parcours et même de l'attitude des équipes aussi. Non, parce que globalement, voir autant de football avec 3-4 matchs par jour... Si les joueurs descendent du bus, il y aura plus d'inscriptions. S'ils ne descendent pas du bus, ce sera plus compliqué. C'est vraiment le football qui est celui qui nous donne le plus de... Voilà, qui augmente les licenciés. Si la France venait à s'arrêter malheureusement en quart de finale ou en demi-finale, le football continuerait. Et l'engouement pour ce match, parce qu'on continue à avoir des professionnels à la télé, on continue à avoir des stars à la télé, et c'est ça qui fait que les enfants ont envie, par le mimétisme, ont envie de continuer aussi, envie de s'inscrire, ont envie donc c'est vraiment la compétition qui augmente les inscriptions. Je parle sur le plan national, bien évidemment. À Trappes, c'est surtout le niveau de jeu qui fait qu'on recrute beaucoup de plus en plus. Voilà, c'est glissé comme ça c'est fait, c'est cadeau. C'est Moustapha, il en profite à chacun de ses passages en plateau. L'engouement, en tout cas, vous l'avez perçu, vous, Mickaël, cet après-midi, avec le premier entraînement en public de l'équipe russe qui est arrivée donc à Croissy-sur-Seine. Regardez la présentation du site, et puis ensuite on fera un point sur les chances des Russes aussi. Sur le groupe. La sélection nationale de Russie va poser ses sacs d'entraînement à Croissy-sur-Seine pendant l'Euro. Le parc omnisport de la commune a été retenu par la 29e nation du classement FIFA. Parce qu'on est à 12 km du centre de Paris, parce que c'est assez fermé, on est dans un cocon. Vous regardez partout où vous puissiez regarder, posez votre regard, vous verrez qu'il y a des bois et des arbres. Donc c'est vraiment très rare à 12 km de Paris. Pendant la durée de l'épreuve, 2 pelouses sont mises à disposition de l'équipe. Le terrain d'honneur permettra d'accueillir les séances collectives et le terrain annexe sera utilisé par les gardiens de but. 6 jardiniers ont travaillé sur l'entretien du stade pendant plus de 3 mois. Aujourd'hui, la structure répond aux normes UEFA avec une pelouse de 24 mm. Je
suis pas un grand footballeur, mais a priori il est très bien, puisqu'à chaque fois qu'on a des gens qui viennent, il a trouvé très très bien. Vous avez simplement besoin de regarder sur les couleurs, vous verrez qu'on a vraiment l'impression maintenant que c'est une pelouse d'un club de première division et puis un club de l'USC Croatie qui était dans une division largement inférieure. Un centre média avec des écrans et un réseau informatique a également été mis en place dans un gymnase situé derrière les tribunes pour accueillir les 110 journalistes qui suivront l'équipe pendant la compétition. Les correspondants russes sont déjà conquis. Nous avons un super centre d'entraînement et un super gazon avec différentes couleurs. C'est plutôt beau. Je suis sûre qu'il y a une atmosphère très spéciale ici. Avec cette atmosphère, il est très confortable de travailler. Nous avons tout pour gagner. Ils ont juste besoin de devenir les meilleurs. Coût total de ces installations, plus de 50 000 € subventionnés par l'UEFA et la Fédération russe. On va faire à présent le point sur le groupe de la Russie. Il y aura l'Angleterre, les Pays-Bas, les Pays de Galles, le Pays de Galles, qui n'est pas qualifié, Pays de Galles et la Slovaquie. Votre avis, Jean-Marc Fresnel, sur ce groupe? Vous pensez que la Russie peut tirer son épingle du jeu? Russie-Angleterre, ça a joué sur leur match, donc ça dépend qui vraisemblablement sera un match nul, à mon avis. Je ne sais pas dans quel ordre c'est ce match-là, mais effectivement, c'est les deux équipes leaders. C'est le premier match. Ça peut déterminer derrière. Bon, forcément, c'est quand même les deux grosses équipes. Je pense que la Russie, c'est toujours surprenant. Les Russes, on entend peu parler, et puis d'un seul coup, quand ils sont dans un championnat, ils sortent des résultats. Moustapha, vous êtes d'accord avec Jean-Marc Fresnel? Ils peuvent sortir des poules, les Russes? C'est toujours pareil. Moi, j'ai vu le Japon dans un autre sport, le Japon battre l'Afrique du Sud. En rugby. De plus en plus maintenant, on a de grosses surprises. On a battu une DH, par exemple. Donc, il y a des surprises dans le football. Sur un match, ça peut se jouer. Même fait, il va battre Versailles en DH. Donc, l'Angleterre sûre. Il n'y a pas de mystère. Pour la Russie, ça sera un peu plus compliqué quand même. Mais il y a vraiment des surprises maintenant. De plus en plus, je trouve que le sport moderne apporte des nations et des équipes très surprenantes. Donc ça serait une grosse surprise en l'occurrence. Si on peut voir les images peut-être, les images que nous n'avons pas. Les Russes sont pourtant bien arrivés, je vous l'assure. Ils se sont entraînés cet après-midi. Je les ai vus. On a vu les images, mais vous ne les verrez pas. Vous les verrez dans nos prochaines éditions. Julien Lecam, pour vous, la Russie peut remporter l'Euro, ça peut être la surprise. On parle beaucoup de la Pologne. Je sais qu'ils ont un décalage, je crois, par rapport à leur championnat, les Russes. Donc, effectivement. À mon avis, eux ne sont pas en fin de championnat. Enfin, il y a un décalage, donc je pense qu'ils seront peut-être plus en forme, je ne sais pas, par rapport à l'aspect sportif. Eux, c'est peut-être le début de leur saison, donc je ne sais pas, les Russes... Bon, la plupart des joueurs jouent quand même dans le championnat russe. Donc les autres équipes ne les connaissent pas forcément. Ouais, et puis il y a ce décalage, ça peut jouer, je ne sais pas. Ouais. On parle des Français pour terminer cette émission et on va retourner à Clairefontaine pour voir que la population là-bas s'est aussi préparée. Voilà comment la population de Clairefontaine attend le début de la compétition. Pendant un mois, le pays entier aura les yeux rivés sur cette petite commune de 800 habitants. Avec le centre d'entraînement de l'équipe de France, Clairefontaine va devenir le thermomètre de la compétition pour les Français. Quand on a inauguré le nouveau centre de la Fédération de presse, moi j'avais obtenu de faire une journée porte ouverte pour les Clairefontins pour qu'ils viennent visiter le nouveau centre. Il y a eu quand même 167 Clairefontins qui se sont déplacés, donc je pense que les Clairefontins portent un certain intérêt au football. Il y a beaucoup de gendarmes, ça, on s'en est rendu compte, mais sinon ça va, c'est très calme Clairefontaine. Pour l'instant on ne le sent pas tellement, après ça se prépare, on voit bien qu'il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, mais bon voilà, ça reste calme. Ils ont fait des aménagements, ils ont fait des travaux pharaonesques, je dirais. Bon voilà, et puis mais nous ça ne nous touche pas spécialement parce que de toute façon les 3F et le village, on n'a pas de relation. Pas d'effervescence du côté des riverains, mais plutôt des commerçants. Léon est restaurateur et il a passé cette dernière semaine à peaufiner les travaux de son restaurant pour une ouverture prévue le 8 juin. C'est pas une date anodine, tout à fait. C'est une date qui est 2 jours avant l'arrivée de toute la partie journaliste sur le village. Le village va être en effervescence et là, on est déjà prêt, on se prépare à les recevoir. Léon a même prévu des menus spéciaux pour les journalistes et pour les membres de l'équipe de France pour qui il a déjà préparé une table. Ici, c'est tout un village qui s'active chacun à sa manière avant le grand coup d'envoi. Après les pronostics à Versailles qu'on a écoutés en début d'émission, ceux des célébrités, nous en avons recueilli plusieurs.
Je pense que l'Allemagne sera toujours présente dans les grands rendez-vous. L'Espagne peut être aussi une bonne surprise parce qu'après la claque qu'elle a pris en Coupe du Monde, maintenant on espère que les Français soient dans le dernier carré. De là à gagner le championnat d'Europe, pourquoi pas, on ne sait jamais. En tout cas, je le souhaite de tout cœur, mais c'est vrai que je vois l'Allemagne et l'Espagne favoris pour l'instant. C'est vrai qu'il y a toujours les grands favoris qui sont là, notamment l'Allemagne, je dirais. Mais il y a souvent des surprises qui arrivent. Mais je pense que l'Allemagne reste une équipe favorite et peut-être la Belgique aussi. Mes favoris, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, j'espère qu'ils iront bien loin et surtout qu'ils apporteront une autorité différente parce que ça se passe chez nous et que les supporters et tout le public qui vont venir voir tous ces matchs vont être à la hauteur des espérances des joueurs surtout. Qui est favori selon vous pour l'Euro du coup ? La France favorite. Bien sûr, la France, on reçoit, attends, on va rien leur donner. Non, allez les Bleus. Et l'Allemagne et tout, non ? Mais non, l'Allemagne, qui ? Oui, l'Euro, on va l'atteindre et on va supporter l'équipe de France. Vous avez évidemment reconnu Laurent Blanc, Alain Roche, Yannick Noah, mais également Philippe Candeloro. Vous l'avez reconnu, Wilfried. Lors d'une compétition caritative de golf. Voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi ils étaient tous avec des casquettes et les petits polos, c'était pour du golf. C'était pour le Tea-Break qui a été organisé au mois de mai dans les Yvelines. D'accord. Un dernier pronostic. Je vous en prie. Allez, dernier pronostic. Donc depuis le début de cette émission, chacun livre son pronostic, mais le plus simple est peut-être de se tourner vers la cartomancie. William L, notre journaliste, a consulté une voyante pour gagner ses paris pendant la compétition. Bonsoir Wilfried, bonsoir Michael. Et comme on a organisé quelques petits paris au sein de la rédaction, je suis allé voir Susanna qui tire les cartes pour me dire comment va se débrouiller l'équipe de France dans cette compétition et surtout est-ce qu'on peut miser sur eux. Alors Susanna, bonsoir. Comment va se débrouiller l'équipe de France ? Alors je connais rien au foot, mais je me connais en cartes. Je vais faire appel aux cartes et je pense que les cartes vont parler. Alors je vois déjà quelques difficultés. Pas bon signe ça. Beaucoup d'énergie. C'est mieux. Et une fête. Ça veut dire que je pense qu'ils vont aller assez loin. Ça leur correspond bien en plus la fête à l'équipe de France. Voilà, je vois une fête, je pense qu'ils vont assez loin, mais pas en finale. Non, parce que je vois qu'il y a beaucoup de difficultés et je vois un retour chez eux. C'est à partir de la fête le retour chez eux, j'ai l'impression. Ouais. Donc on peut aller jusqu'où là ? Je pense en demi-finale. Demi-finale, voilà, on va pas gagner. Je vois aussi que la route va être très difficile. La route va être longue. D'accord. On peut dire ça, non ? Ça c'est les matchs à Marseille, ça. Faut pas compter sur eux jusqu'à la fin en tout cas, mais peut-être pour les phases de poule à mon avis. Voilà, demi-finale. Oui, non, mais comme quoi elle ne connaît rien en foot, mais visiblement, elle a tout dit. C'est effectivement tous les pronostics. Tous les pronostics vont dans le même sens. On sait que jusqu'au quart de finale, c'est pratiquement mission facile. C'est après que ça se corse et elle le voit. Après la fête. Après c'est la fête. Après, beaucoup de stress, on peut sortir des cartes, par exemple, beaucoup de sueur, une carte avec beaucoup. Vous pourriez faire ça, Mustapha. La prochaine fois, venez avec un jeu de tarot et vous nous faites un pronostic. Mais ça reste intéressant parce qu'à chaque fois qu'on demande des pronostics aux gens, c'est pas un pronostic qui donne, bien évidemment. C'est juste l'envie, le désir. De voir cette équipe de France réaliser en tout cas un beau parcours avec la compétition soit belle. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite bien sûr à tous de suivre un bon Euro au cours des prochains jours. La compétition commence le 10 juin, la finale le 10 juillet et on verra où arrivent les Bleus. Et merci à nos invités, Jean-Marc Fresnel, Mustapha Larbaoui et Julien Lecam. Merci aux équipes techniques et merci à vous téléspectateurs. Les programmes se poursuivent sur TV Fil. Cette édition est déjà disponible en replay sur notre site internet. L'actualité de l'Euro dans les Yvelines sera à suivre dans notre journal quotidien. Très belle soirée sur TV Fil 78.